Sébastien est licencié en informatique et docteur en sciences de l'Université de Liège. De 2007 à 2011, il a développé des algorithmes d'analyse de l'écosystème libre et open source Horton pour l'interopérabilité en imagerie médicale. C'est un outil qui est aujourd'hui utilisé à travers le monde pour la recherche clinique, pour l'échange automatisé d'images à l'intérieur d'un hôpital ou entre sites hospitaliers, pour la téléradiologie ou encore pour construire des solutions d'intelligence artificielle. Pour ce travail sur Hortense a été récompensé plusieurs fois. En particulier, il a reçu le prix international du logiciel libre en 2014 de la Free Software Foundation. Alors, de 2017 à 2021, il est devenu le Chief Scientific Officer de la spin-off universitaire Osimis, qui commercialise notamment des services professionnels sur base du projet Hortense. Et en parallèle, il était chargé de cours adjoint à l'Université de Liège. Et maintenant, depuis septembre 2021, il a rejoint l'UC Louvain en tant que chargé de cours dans le pôle en ingénierie informatique de l'Institut ICETIN. Son travail de recherche s'inscrit dans les domaines de la santé numérique, de l'imagerie médicale, de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle. C'est complet. Je suis touché. Voilà, je ne sais pas trop tout pour que je change de slide. Donc, heureux d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui, c'est super. Donc voilà, moi, Sébastien, donc, comme l'a rappelé de dire, je suis informaticien. Donc c'est vrai que l'informatique, d'ailleurs j'ai écrit une tribune à une époque, et l'informatique médicale n'a pas de stress. Et j'ai envie de rajouter derrière, mais pourtant elle est un peu nécessaire. Parce qu'en fait, c'est vrai que je veux dire, pour avoir travaillé pendant 6 ans dans un hôpital, au CHU de Liège, je me rendais compte combien de personnes pouvaient tester parfois contre des outils informatiques, alors que c'est des outils qui sont vraiment nécessaires au jour d'aujourd'hui pour faire tourner un hôpital. Si l'informatique qui tombe, le créatif fonctionne, ça en dit aussi bien avec moi. Et donc, c'est un peu paradoxal d'avoir une discipline qui est aussi utile et aussi répandue, mais qui, paradoxalement, amène toujours à beaucoup de tension, parce que c'est clair que l'informatique, souvent, est perçue comme étant quelque chose qui sort hors du sol. Donc, c'est l'informatique. Beaucoup de personnes dans le domaine de la santé ont l'impression qu'elle leur est imposée. L'informatique, voilà, c'est quelque chose qui est là, qu'il faut faire avec. Alors que je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut réussir à co-construire l'informatique pour la santé au bénéfice des patients, au bénéfice des soignants, dans le long terme. Et donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'habite. Je travaille dans ce domaine au niveau de la radiologie, mais je suis certain que c'est des choses qui seraient vraiment intéressantes à développer dans des groupes ici. C'est un petit peu là-dessus que va tourner ma présentation, donc c'est un peu sur le domaine de santé. Et avant ça, je voudrais aussi faire un petit rappel d'étymologie, parce que c'est quoi en fait l'informatique. L'informatique, comment est-ce qu'on peut définir ça? Quand vous regardez historiquement parlant, l'informatique se définit comme étant le traitement automatisé de l'information. Donc, en fait, finalement, c'est quelque chose, on se dit, dans le domaine médical, l'information, elle est partout. La question, c'est comment est-ce que l'informatique peut nous aider à structurer cette information. Et on a un gros problème en Belgique, qui est, en tout cas en Fédération de Bruxelles, qui est que l'informatique médicale s'avance sur le tas. Et souvent, c'est des entrepreneurs qui arrivent et qui ont envie de dire, on va faire un projet innovant, on va essayer de le commercialiser. Et ça peut parfois créer un petit peu des tensions d'avoir ce genre de message, est-ce qu'on monétise la santé ou pas. Et donc, en fait, on est en train ici avec l'UC Louvain de chercher à un petit peu structurer toute la personne. Parce qu'actuellement, l'informatique médicale s'apprend sur le tas. Il n'y a pas vraiment de formation adaptée pour ça. Et on a lancé avec l'UC Louvain à Charleroi un cursus qui s'appelle le bachelier en sciences informatiques avec orientation dans les sciences de la vie. Ça signifie qu'on essaie de former les futurs masters en informatique de demain sur des techniques d'informatique qui s'appliquent notamment aux sciences de la vie et en particulier à la santé. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler justement de ce domaine-là, du partage des données de santé. Et ce dont je vais en fait vous parler dans le cadre de Techno 2030, c'est ceci. C'est sexy, mais c'est quoi? C'est des silos en numérique. Et pourquoi est-ce que je vous montre cette image-là? C'est parce que souvent, quand on parle d'informatique dans le domaine hospitalier, on va vous dire que ce sont des silos. Vous avez le silo radiologie, vous avez le silo pneumologie, le silo ophtalmo, etc. Et ces gens ont tendance à ne pas nécessairement savoir se parler. Enfin, pas les gens, ces systèmes informatiques ont parfois tendance à ne pas savoir se parler. Et donc, c'est un peu ça dont je vais vous parler durant cet exposé. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on voudrait partager les données de santé entre les différents silos et peut-être même à l'extérieur de ces silos, à savoir en dehors de l'hôpital, pour se rapprocher de la première ligne ou de l'ambulatoire? En fait, il y a plein de possibilités. Vous voyez que j'ai mis 3 petits points là-dessus parce qu'il y en a des milliers. Mais voilà quelques-unes qui me semblent vraiment essentielles. D'abord, la continuité des soins. C'est logique que quand il y a le médecin généraliste qui passe le relais à un spécialiste, il faut qu'il y ait une continuité qui s'applique. On a aussi parfois besoin de seconds avis. On a besoin d'un archivage légal. On a besoin d'autoriser le patient donc, qui détient ses propres données de santé à y accéder. Ça, c'est tout ce qui est données de santé objectives. Le patient a le droit d'accéder à ces données. Comment est-ce qu'on lui donne cet accès? La formation continue des professionnels. Comment est-ce que, par exemple, dans une école d'infirmière, on est capable d'apprendre le boulot de technologue en imagerie médicale? Parce qu'en pratique, la haute école qui forme des infirmières n'est pas nécessairement équipée avec des outils qu'on va rencontrer à l'hôpital. L'intelligence artificielle, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde fantasme énormément là-dessus, et c'est aussi là-dessus qu'on va devoir partager des données avec des chercheurs, avec des entreprises qui souvent se situent en mode SAS, c'est-à-dire hors dehors de l'hôpital, et qu'il va falloir connecter le cœur de l'hôpital avec les dossiers patients. Donc ça, c'est évidemment sujet hot pour l'instant. La téléexpertise, la littératie du patient, le patient partenaire, ça c'est vraiment essentiel. Comment est-ce qu'on peut réussir à donner au patient des outils qui lui permettent de comprendre sa propre maladie? Et c'est clair que bon, on peut en parler, on peut évidemment avoir des dialogues avec le patient, mais tout en les plus loin et lui proposer, par exemple, de voir ses propres images médicales. On a eu un projet en éducation thérapeutique du patient là-dessus avec CEVA, où on donnait au patient ces outils qui lui permettent de voir des images de radiothérapie et voir sa tumeur et se poser la question, est-ce que ça réduit le stress? Est-ce que ça augmente la compliance au traitement? Est-ce que ça augmente la littératie du patient? Les examens redondants, c'est un gros souci. Moi, j'ai le cas de ma famille où on n'est pas capable d'envoyer des images médicales du CHC, de Montégia, vers SALU. Et c'est embêtant, parce que du coup, on va refaire un examen de l'autre côté. C'est pour des maladies d'enfants, donc stress pour l'enfant, l'efficacité au niveau du soin de santé, etc. La santé publique, je ne ferai pas le schéma avec le Covid, on a bien tous compris que c'est important. La recherche clinique, les déménagements, etc. Et j'ai oublié de mettre des maladies rares. Je vais le mettre parce que c'est vraiment un sujet qui me manquait à cœur. C'est comment est-ce qu'on peut aussi remettre un peu d'ordre autour de toutes ces questions des maladies rares. Voilà, on a plein de raisons pour partager les données, mais en pratique, le fantasme qu'on a tous, à savoir que les patients, en première ligne, mutuelles, santé publique, entreprises, chercheurs, etc., prennent pris le courant, branchent et récoltent leurs données, c'est bien que ça serait un fantasme et que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à se rapprocher de ça, tout en évitant les écueils, notamment pour la protection des données patients, qui est essentielle et primordiale, mais aussi pour toute une autre série de questions que je vais un petit peu rapidement absorber aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, j'ai pu quelque chose qui n'est pas très vieux. C'est vendredi dernier, j'ai accompagné quelqu'un dans une consultation de pneumologie. Test respiratoire, tout ce qui est plus standard. Vous voyez, c'est vraiment l'appareil que j'ai vu. Ce n'est pas la photo de la séance, mais c'est ce que j'ai vu. Et vous avez madame qui est assise, donc là, en l'occurrence, la personne que j'ai accompagnée, avec le technologue qui disait respirer comme ça, respirer vite, puis respirer, tout ça. Et je trouvais ça super, parce que moi, quand je regardais l'écran, j'étais dans la pièce, je pouvais voir tous les petits plots qui s'affichaient, je trouvais ça super, j'étais quand même bien mal, parce que forcément, je suis informaticien, et donc ces histoires de données, moi, ça me parle, on va faire un traitement de données fréquentielles, on va faire de l'extraction de features, l'intelligence artificielle, etc. Vraiment, je trouvais ça super. Et qu'est-ce qui se passait après? J'ai envie de chanter, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris l'engin, il y a eu un PDF qui s'est créé, j'ai vu l'imprimante, elle était juste là en dessous, et ça a imprimé un document. Qu'est-ce qui s'est passé après avec le document? Le technologue, il est super gentil, il a pris le document, il dit, je vous laisse, je vais demander l'avis. C'était la pièce, je suis revenu 3 minutes plus tard, il m'a dit, c'est OK, vous pouvez y aller. OK. Donc moi, j'étais très fort, rassuré par la personne que j'accompagnais, mais le patient n'avait aucune information sur ce qui s'est passé. On ne sait pas du tout finalement ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus
accéder à ce données à travers le réseau santé wallon, par exemple. C'est des choses qui est resté coincées dans l'appareil. Je suis sûr qu'il y a un archivage, hein, mais sur l'appareil, et moi, je n'ai pas accès en tant que patient. Et même chose, on peut se poser la question, le chercheur, parce que bon, voilà, j'ai une perspective universitaire, nous, on dit, bah, avec toutes les idées que moi j'ai eues en regardant le truc, ce serait comme ça pas de faire des projets, et peut-être de faire des analyses multicentriques, épidémiologiques, ou Dieu sait quoi, mais il y aurait moyen peut-être de créer des projets de recherche et de créer de la connaissance là-dessus. Là, c'est juste pas possible parce que j'ai juste la PDF. Donc, ce que je veux aussi vous montrer, qu'est-ce qui va se passer ici, c'est quand on prend en fait le workflow qui s'est passé, j'ai eu le patient, il a eu ses time series, donc ça veut dire tous les paramètres biologiques qui ont été mesurés. Ça a donné lieu au rapport PDF dont je vous avais parlé. Et ce qui se passe, c'est que le médecin va écrire un rapport. Le rapport, il va être stocké dans quoi? Il va être stocké dans le dossier patient informatisé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas stocker le PDF qui était généré par la machine, mais on va stocker le PDF qui correspond au dossier du patient. Et donc, en fait, c'est super chouette parce qu'effectivement, dans le réseau santé wallon, le médecin traitant, le patient, les personnes thérapeutiques peuvent accéder à cette information-là. Mais ce sera seulement le PDF qui a été généré par le médecin. Donc, on a perdu le PDF de la machine et on a perdu les données initiales. Alors qu'on sent bien qu'il y a une valeur dans ces données. Donc, ça, c'est un premier exemple. Premier exemple qui vient comme conclusion, il faudrait aller au-delà du PDF. Ce serait chouette d'aller au-delà. Alors là, je pense à une autre visite que j'ai eue par le passé chez Neurologue. Qu'est-ce qui se passe chez Neurologue? C'est un peu le même genre de truc. On vous met quelque chose sur la tête, on capte la time series pour prendre des données temporelles, j'ai déjà parlé. Mais là, ce qui est chouette quand on fait la neurologie par rapport au cas de la phonologie que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, il y a des fichiers qui sortent. Ces fichiers, en fait, ils sont stockés. C'est super moderne. Il faut s'imaginer que chaque hôpital a un grand data center où plein de serveurs qui sont hackés les uns les autres. Et c'est ces fichiers-là qui vont être stockés dedans. Super, on se dit, ça c'est nickel. Sauf qu'en pratique, quand on y réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir déjà ce premier problème, le problème des formats fichiers. Ici, vous voyez une liste, il y a 5, ce sont des machines qui ont chacune leur manière d'écrire la donnée. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'interopérabilité. Chaque machine vient avec son propre format fichier qui est stocké différemment. Au vu de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ce problème de silo. Chaque vendeur va avoir son petit silo dans lequel on va ranger les données. Pire, si on remplace une machine par une autre et qu'on change de vendeur, on va se créer un nouveau silo à l'hôpital. Et le patient, au milieu de tout ça, il se dit, ce sont quand même mes données objectives. Donc, c'est bien joli qu'on ait des formats fichiers, mais je n'ai pas les outils, moi, à domicile, pour prendre connaissance de ces données. Comment est-ce que je peux même les récupérer chez moi, à mon domicile, pour les observer? Le réseau santé wallon ne vous permet pas actuellement. Le réseau santé wallon vous donnera un PDF qui est le rapport final du médecin. Enfin, le protocole du médecin, mais ce ne sera pas les données objectives à la base. Et après, le patient aurait même accès à ces données-là, il aurait du mal à interpréter ces données, parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc, comment est-ce qu'on crée une littératie autour de ces données? Et il y a un nouveau challenge qui arrive maintenant, parce que là, je vous ai présenté la méthodologie, mais il y a les données uniques, vous avez parlé, les données uniques, c'est quoi? C'est la génomique, l'ADN, la transcriptomique, comment est-ce que se comporte une ARN dans le corps, la protéomique, comment est-ce que se comportent les protéines, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a plein de ce qu'on appelle des données uniques, qui génèrent des terabytes de données pour chaque patient. C'est monstrueux. Et ça crée des tonnes de fichiers qui ne sont pas du tout intégrés avec les systèmes informatiques. Ça reste vraiment dans les laboratoires. Et donc là aussi, on arrive avec le problème de tous ces silos qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Et il y a un élément que je n'ai pas mentionné ici, c'est tout ce qui est le multicentrique. Quand on fait de la recherche scientifique, il est important de pouvoir se connecter entre différents centres. Surtout si, par exemple, on fait des recherches sur les maladies rares que j'ai déjà mentionnées, c'est nécessaire de pouvoir agréger les données à une échelle d'un pays. Donc, conclusion, il y a besoin de standardisation. Il y a besoin de faire en sorte que toutes ces données soient stockées dans un format unique que l'on puisse comprendre. Et là, je vais arriver à un autre domaine qui est celui de la radiologie. C'est celui que je connais mieux parce que c'est là-dedans que je travaille. Alors, la radiologie, en fait, on est vernis. Parce que quand on prend une image médicale,
dans un hôpital, ce qui se passe, c'est qu'on va créer un fichier qui s'appelle le fichier DICOM. Le fichier DICOM qui va pouvoir être lu par n'importe quel joueur DICOM. Mais ce qui est chouette ici, c'est qu'en fait, le DICOM est standard. Le DICOM, tous les vendeurs de toute la planète, donc tous les hôpitaux du monde, vont parler de DICOM. Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Et donc, le DICOM, c'est, si vous avez le machin geek, c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est un standard qui gouverne tout le monde. Vous êtes sûr, dans un hôpital, de parler de DICOM. Et nous, ça nous a beaucoup aidé parce que, comme Lara vient de le mentionner, si on a un standard ouvert que tout le monde est capable de parler, eh bien, des gens, des communautés d'utilisateurs techniques, peuvent se créer pour proposer des implémentations qui elles-mêmes sont ouvertes. Parce que si on a un standard ouvert, on est capable de faire une implémentation de ce standard. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai réalisé, par exemple, avec Portank, le système logiciel belge. Eh ben, il vous permet de prendre une image d'ICOM dans un hôpital quelconque, que ce soit d'Afrique, du Nicaragua ou de la Russie, enfin, parler le même langage en d'ICOM, et après d'injecter ça dans des outils qui sont accessibles librement. Tout le monde peut avoir chez soi. Ce qui signifie que le logiciel Portank, il y en a d'autres, hein, je parle d'Portank parce que c'est moi-même qui l'ai créé, il y a des logiciels similaires, qui permettent à des médecins généralistes, à des patients, à des chercheurs, à des institutions publiques, à des hautes écoles, à n'importe qui, de prendre le standard et de l'utiliser chez lui. Donc là, c'est vraiment, on casse une barrière. Et actuellement, avec Portank, par exemple, on a créé une communauté qui se retrouve avec de l'ordre de 1200 personnes qui sont sur la mailing list du projet. Et on a également, il y a 2 ans, 3 ans bientôt, fait une conférence à Liège qui a rassemblé 90 personnes à travers le monde. Il y avait des Brésiliens, il y avait des gens de Malaisie, et des gens de Malaisie m'ont dit on fait tourner notre hôpital avec Portank. Ça signifie qu'il y a des hôpitaux qui, chez nous, vont utiliser des logiciels de McFat et de Nice ou autres, il y en a plein. Mais là, dans les pays en voie de développement, on s'aperçoit qu'il y a des communautés qui utilisent des savoirs technologiques qui ont été créés ici en Belgique de manière, je vais mettre des guillemets, gratuite et libre. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi très important d'un point de vue commercial, parce que quand on est une société, vous savez bien qu'une société a beaucoup de mal à rentrer dans un hôpital. C'est hyper complexe au niveau législatif, etc. Mais c'est aussi complexe au niveau des technologies. Si on a une implémentation open source et qu'on a les standards open source, et bien de facto, il est facile, mais à nouveau, de créer une solution technologique. Ça ne veut pas dire que c'est facile à intégrer avec le problème législatif de l'hôpital, mais technologiquement parlant, on peut le développer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un vrai boom au niveau de l'intelligence artificielle appliquée à la radiologie. Parce que là-bas, ici, c'est un site internet officiel qui recense tout ce qui est accepté par le FDA en Amérique pour le traitement de l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'il y a 190 solutions ici, il y a 190 solutions qui sont acceptées par les FDA, ce qui est bien au-delà de tout ce qui se fait dans les autres domaines de l'intelligence artificielle appliquée aux données cliniques. Alors, vous me direz, j'ai beaucoup parlé de radiologie actuellement, sachez qu'il y a également la même chose qui existe maintenant pour les données cliniques, c'est le FHIR. FHIR, ça veut dire Fast Healthcare Interoperability Resources. Donc, c'est quelque chose qui va exploser les silos, si vous voulez, cette fois-ci, une dossier-patient informatisée. Alors, c'est penser orienté vers les développeurs, et c'est un véritable game changer, donc c'est un travail d'assez longue haleine, ça fait 10 ans que c'est en cours de développement, mais maintenant, on a par exemple à l'UCLouvain, à Saint-Luc, qui est l'université de Saint-Luc, déployé EPIC, qui est un système tout compatible FHIR. Et donc, on espère pouvoir faire de la recherche clinique beaucoup plus facilement en ouvrant le DPI, donc le dossier patient informatisé de l'hôpital, à ce genre de questions de recherche. Je vais passer une petite information s'il y a des développeurs de la salle, parce que le FHIR, qui est un standard ouvert, a lui aussi, comme le DICOM radiologie, une implémentation open source. Donc la radiologie, c'était Portank. Ici, on a Happy. Happy FHIR, c'est le programme qui propose une implémentation open source qui permet à n'importe qui de déployer son hôpital sur son laptop. Ça veut vraiment dire ça. On peut déployer des systèmes comparables à ce qu'on va retrouver dans un hôpital sur son propre ordinateur.
Et donc, si on combine des choses comme le FHIR et tous ces standards ouverts, eh ben, on permet de créer de nouvelles innovations à l'hôpital. Hein. J'aime bien ce que Clara est en train aussi de proposer avec les centres d'innovation médicale, où, voilà, grâce à ces technologies-là, on a des leviers qui permettent de se dire, ah ben tiens, on a des idées cool dans tous les départements de l'hôpital, ben, parlons-en au dossier patient informatisé. Et ça, ce n'était pas facile hein, jusqu'à présent. Ça, pour ceux de vous qui travaillez dans les hôpitaux, vous savez bien qu'il faut parfois attendre 2 ans avant de réussir à battre les cloisons qui nous permettent d'accéder aux DPI. Avec des outils comme le FHIR, on peut espérer aller beaucoup plus vite. Et donc, il va y avoir des personnes qui sont éventuellement extérieures à l'hôpital, donc des entrepreneurs typiquement, de pouvoir proposer des solutions innovantes adaptées à besoins cliniques bien particuliers. Alors, je vais quand même un petit peu parler de la sémantique, mais j'ai l'impression que je suis un peu long. Je voudrais apprendre quelque chose pour me. Comment? J'ai encore un peu de temps. Allez, niveau de l'imagerie. Donc, ce qui se passe en vrai, je prends un peu l'exemple de l'imagerie. Donc, quand on fait une radio ou n'importe quoi comme examen radiologique, cette radio va être stockée comme image dans le PACS. C'est la grosse base de données de l'hôpital qui parle le DICOM dont j'ai parlé avant. Et le radiologue, il écrit son rapport PDF qu'il met dans le DPI, le dossier patient informatisé. Mais quand on veut faire de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a en fait envie? On n'a pas juste envie de prendre l'image et le rapport du médecin. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est plutôt qu'est-ce que le médecin a souligné, qu'est-ce qu'il a mis comme annotation dans l'image. Parce que c'est ces annotations-là qui vont nous permettre de créer les algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, il faut aller au-delà de ce qu'on appelle l'interopérabilité technique. Il faut qu'on ajoute une couche qu'on dise l'interopérabilité sémantique. Ça veut dire que les annotations qui ont été réalisées par le radiologue doivent pouvoir, vous avez plusieurs exemples ici, doivent pouvoir donner des localisations de choses que l'algorithme d'intelligence artificielle doit apprendre. Et donc, il y a une notion de sémantique. Ce n'est pas juste connecter des bits entre un système A et un système B. Il faut que le système B qui les reçoit soit capable de parler la même langue et d'interpréter les données de la même manière que la machine A. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité sémantique, donc elle est nécessaire. Et pour faire l'interopérabilité sémantique, on a besoin de standardiser le langage médical. Parce que ici, vous connaissez ça, hein, ce sont des rapports des médecins, etc., des spécialistes, qui sont du texte. C'est des mots qui sont mis les uns derrière les autres. Ce qui est très différent de ce que vous voyez sur la droite, qui est plutôt une représentation informatique du protocole qui est à gauche. Là, bon, ici, c'est du XML, hein, on peut débattre si c'est du XML que je n'utilise pas, mais ici, vous voyez que c'est des mots qui sont parfaitement précis et non ambigus. Et grâce à ça, on peut amener un processus de décision sur les données médicales. Parce que c'est très difficile, en fait, de faire sur un rapport médical. Parce que au niveau de la langue française, vous avez des ambiguïtés. On sait tous quand on parle, parfois on doit répéter parce qu'on ne s'est pas bien compris. Il y a plusieurs langues. Les rapports médicaux vont changer en fonction de la langue du pays, parfois même de l'hôpital dans lequel on se trouve. Il y a la spécialité. En fonction des spécialités, on va utiliser un vocabulaire différent. Les synonymes, je ne vais pas vous expliquer ce que ça signifie, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la polysémie, qui signifie qu'un même mot peut, en fonction de la discipline auquel il s'applique, avoir des significations complètement différentes. Donc là, il faut vraiment prendre ça en compte. L'orthographe, parfois, est foireuse, donc il va falloir corriger. Mais si vous avez un document XML comme ça, avec des codes super embêtants, les codes, hein, et si vous avez des codes, c'est non ambigu. Et c'est un standard qu'on appelle une nomenclature médicale. Donc, qu'est-ce qui existe comme nomenclature médicale? On a notamment le SNOMED, qui est la plus large actuellement, la plus complexe. Donc, vous voyez ici à gauche, le SNOMED, ça se présente comment? C'est une hiérarchie, c'est un arbre. On va retrouver plein de concepts comme ça. Par exemple, ici, je suis dans les clinical findings, et je vais voir ici que c'est une maladie, donc le disease, et que c'est un syndrome aigu. Et dans ce syndrome aigu, quelque part, j'ai réussi à trouver la notion de angine. Et vous voyez ici le 194 828 000. Ça, c'est le code qui signifie partout sur la planète, c'est une angine. Voilà. Tous les hôpitaux du monde sont d'accord sur le fait que ça veut dire angine. Donc, si vous allez dans un hôpital où vous parlez d'angine,
là, quel est le type d'origine, etc. Donc, il y a vraiment ici une nomenclature médicale qui a été posée sur, je pense, de l'ordre de 50 000 termes médicaux, et c'est en croissance continue. Il y a des sinomètres qui sont adaptés à la logique. Il faut savoir qu'il y a des ressources, enfin, au niveau dynamique, il y a du travail, une normalisation qui se fait là-dessus. Donc, le sinomètre, c'est sans doute le plus gros, mais on en trouve, si j'en ai cité 3 autres, le OU, qui peut utiliser le laboratoire pour quantifier les analyses de sang, ICPC3, qui est utilisé par les médecins généralistes, plutôt le travail moléculaire. ICD10, qui est utilisé dans la médecine légale. Donc voilà, on a plusieurs choses comme ça. J'aurais pu rajouter la nomenclature dynamique, qui est aussi une nomenclature en elle-même pour le remboursement des soins de santé. Alors ici, je vais vite passer dessus parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe hors de l'hôpital. L'interopérabilité, qu'elle soit technique ou sémantique, en fait, c'est une des conditions nécessaires, mais pas encore suffisante. Parce que bon, je ne vais pas vous faire le cours sur les données cliniques, sur la protection des données des patients. Il est évident que l'interopérabilité doit se construire sur une base de confiance. Et la confiance, elle se construit à travers des comités d'éthique. Quand vous avez des entreprises qui font des études cliniques avec des hôpitaux, chacun de ces hôpitaux a un comité d'éthique qui doit dire oui ou non, c'est OK ou pas. Donc l'interopérabilité, j'ai envie de dire, c'est vraiment le socle zéro, c'est le niveau sur lequel tout le reste va se construire, avec toutes les questions légales qui vont avec. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, il y a une initiative intéressante ici, qui a été l'initiative INA, qui proposait un guichet unique pour accéder aux données de santé qui étaient dans différents hôpitaux. Ça, je pense que c'est aussi le genre de choses qu'il va falloir réfléchir à l'avenir. Alors, autre constat hors de l'hôpital, c'est que l'extra-hospitalier ne produit pas que des sonores. Souvent, on réduit l'utilisation des pays généralistes à on va créer un sonore. On va mettre dans le coffre-fort de la région wallonne, de réseau santé wallonne. Mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, ici, vous voyez des radiographies panoramiques, les Belges font allègrement de nos jours, les consultations de gynécologie, tout ce qui est IRM cardiaque. Donc, tout ça, c'est des choses qui se font souvent hors site hospitalier, évidemment, mais souvent hors site hospitalier. Et toutes ces données-là, ce sont des données médicales objectives auxquelles le patient peut réclamer accès. Mais aujourd'hui, je vous défie à demander votre radiographie panoramique à votre dentiste. Peut-être qu'ils sont bien équipés, mais ce n'est pas facile. Alors que tous les éléments techniques dont je vous ai parlé avant avec le DICOM sont aussi à disposition des dentistes. Alors, évidemment, l'interopérabilité, c'est aussi quelque chose de nécessaire pour renforcer la production. Parce que l'interopérabilité va vous donner, en tant que praticien, une meilleure vue globale du patient, et le patient va gagner une meilleure compréhension de sa santé à travers ces données qu'il va par exemple récupérer de l'hôpital ou autre, en veillant bien évidemment à avoir de l'encryption, de la sécurisation, etc. Ça, c'est encore un autre domaine, la cryptographie, sur lequel je ne vais pas rentrer maintenant, mais qui est essentiel. Alors, je voudrais quand même vous montrer ce document-là, donc assez récent, 28 octobre 2021, donc c'était la Chambre des représentants. Préparez-vous là-dessus à lire en gros un résumé de ce que je viens de vous raconter, parce que cette roadmap e-santé, elle dit clairement qu'on va commencer à parler synonyme, qu'on va commencer à parler ICD10, et que ça va remplacer le CNER. Le CNER, qui est une technologie belge, qui date du début des années 2000, qui était pionnière, mais qui, avec le temps, est devenue un petit peu redondante avec ce qui a été créé comme initiative internationale. Donc, on est en train en Belgique d'évoluer vers toutes les techniques d'interopérabilité que je vous ai présentées tout à l'heure. Et je vais conclure sur le slide du principe coup de cœur. Vous avez bien compris, le principe coup de cœur, moi, c'est l'ouverture et l'intégration des technologies. Parce que pour moi, c'est clair que la santé, voilà, c'est un bien commun. Et il est normal que tout patient, tout soignant, etc., puisse accéder à ces données tout en respectant une certaine sécurité. Alors, je vous ai beaucoup parlé de l'interopérabilité technique et sémantique, qui est vraiment une condition nécessaire pour y arriver. Je vous ai également parlé des logiciels libres et open source, qui sont des outils qui permettent aux patients, aux développeurs de nouvelles technologies, éventuellement même à l'INAMI, etc., de bénéficier, d'éviter de devoir réimplémenter des choses eux-mêmes. C'est un petit peu reprendre une technologie qui existe et de pouvoir aller beaucoup plus rapidement dans les implémentations.
Et ces outils sont utiles pour plein d'usages. Alors, j'en ai cité 4, mais il y en avait d'autres dans ce que j'ai dit avant. Hein. La littératie, l'éducation thérapeutique du patient. Le patient, quand il voit ces images médicales, on sait qu'il est beaucoup plus partie prenante de l'explication qu'il y a derrière. Les recherches cliniques, les innovations biotechnologiques, le partenariat privé-public en abaissant les barrières à l'entrée, ça c'est capital, parce qu'actuellement, l'économie de la santé numérique s'est beaucoup reposée sur le fait que c'est difficile pour les nouveaux arrivants de créer une nouvelle application. En utilisant les standards et les logiciels libres, on est capable d'abaisser cette barrière à l'entrée et donc de créer plus de compétitivité sur le marché. Et celui qui, moi, me semble aussi capital, c'est la coopération avec les pays de développement. Si on est capable de faire ça pour nous, c'est bien de donner aussi cette technologie dans le cadre de coopération là-dessus. Et pour conclure, vous connaissez bien Maslow, je ne vais peut-être pas vous faire le schéma, mais c'est clair que voilà, pour arriver au grand projet personnel, quand on descend dans les couches, c'est clair que l'estime est important, on descend des besoins physiologiques, on a le wifi. Moi, j'ai envie d'ajouter à quoi une couche qui est la couche donnée, parce que les wifi, sans données, ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment la donnée qui doit nous driver à un moment donné pour potentiellement réussir à faire la consolidation de données. Voilà, ça conclut ma présentation. Des questions? Moi, j'ai une question par rapport au nouveau rôle qu'on va créer par rapport à tout ça, justement, dans les hôpitaux. Est-ce que c'est en train d'avancer par rapport, quand on dit data, big data, ça demande d'une part l'éducation des utilisateurs, et puis des nouveaux rôles du côté informatique, comme des data managers, des data analystes. Est-ce que c'est en train de... Parce que l'attractivité... Ces métiers-là sont déjà pas faciles à trouver à la base. Hein. Je vois complètement. En fait, on a un vrai problème de compétences ici, de formation. On a trop peu de personnes qui sont formées dans l'informatique médicale. Quand je dis informatique médicale, je ne parle pas que des gens qui implémentent ce que j'ai fait précédemment, je parle également des utilisateurs. Il y a vraiment, là, je pense, un gros déficit. Il y a des choses qu'il faut créer au niveau de la formation continue, la formation initiale également, d'adapter des outils de recyclage. Et surtout de ne pas oublier le fait que l'informatique est en constante mutation. Ce que nous dit systématiquement, c'est que, regardez, il y a 15 ans, ça pourrait être, mais Facebook n'existait pas. On n'avait pas de smartphone. Donc, c'est clair que ça enfonce une porte ouverte, ce que je dis là. Mais en 15 ans, il faut se poser la question de qu'est-ce qui a réellement changé dans un hôpital, par exemple. Les changements sont en fait très lents. Dans un hôpital, alors que dans l'informatique, ça bouge très rapidement. Et un truc que je dis souvent à mes étudiants, vous savez, c'est que l'informatique médicale a 20 ans de retard sur l'informatique grand public. Et là, il y a des choses, il y a vraiment des choses à construire, mais les compétences, la formation, c'est, je pense, le parent pauvre actuel. Et là, on a même dans le secteur privé, tout ce qui est data management, en Belgique, n'est pas encore non plus. Enfin, on est à la traîne, même dans le privé, donc finalement... Le privé est plus en avance sur le public, mais c'est clair que même là, également, on est effectivement... C'est une nouvelle compétence, en fait. C'est une nouvelle compétence, et c'est vrai que j'espère que je ne vous ai pas trop noyé avec les termes techniques que j'ai utilisés, mais il faut vraiment se dire que les termes que j'ai utilisés, c'est des choses qui vont arriver tôt ou tard dans les métiers. On va parler de ces outils-là. Enfin, voilà, si c'est marqué dans un document de la Chambre des représentants, même les politiciens vont commencer à devoir se prendre à bras le corps ce genre de thématique qui est un petit peu mise sous le tapis jusqu'à présent. Oui. Je ne citerai pas le clinique, mais j'ai discuté ça avec un neurologue et il était vraiment très embêté parce qu'en consultation, il ne peut pas revisualiser le cliché de la même façon que. Donc, je suppose que c'est une question de. J'ai des exemples comme ça, c'est malheureux, mais je m'entends tout le temps. Par exemple, l'exemple que j'ai entendu la dernière fois, c'est sur Alzheimer. Donc, effectivement, voilà, il y avait des clichés qui avaient été pris, le médecin a partagé avec ceux qui étaient expérimentés. C'est bon.
Alors que tous les outils existent. Ben oui. C'est juste une question de mise en pratique de technologies qui existent actuellement. Là-dessus, je pense sincèrement que le rôle du politique est présent. À un moment donné, il faut vraiment que, enfin, quand je dis politique, je ne vais peut-être pas parler méso ou institutionnel, ce n'est pas les hommes politiques que je vis en disant ça, mais les technologies existantes, il faudrait réussir à un petit peu les intégrer. Parce que voilà, l'exemple que vous me donnez, enfin, j'ai noté tout à l'heure l'histoire de signer des Français sur le programme. La même chose, David Legenda, faire une recherche multicentrique entre Bruxelles, je pense que c'est Erasmus et Saint-Luc. C'est pas tout à fait si j'ai peut-être une stick USB avec les événements, après on dit je ne peux pas les sortir, je ne peux pas les sortir de l'hôpital, il faut passer par tous les verrous des systèmes qui gèrent l'accès au médical. C'est vraiment un problème. Et à cause de ça, effectivement, on est en retard au niveau de la recherche clinique. Une première question, une question et un commentaire. La première question, c'est plus par rapport aux entreprises. Donc nous, on est des startups. Pour les startups, pour se préparer au mieux à être intégrés avec les hôpitaux, à pouvoir communiquer le langage, vous conseillez alors d'utiliser les open source et d'aller vraiment s'assurer que la plateforme, l'application, l'outil, le medical device correspondent et répondent à ces formalités. Disons que l'avantage du logiciel libre, enfin, il y a deux avantages. C'est que de un, ça vous permet de répliquer dans votre laboratoire, dans l'entreprise, un setup qui correspond à quelque chose qui est plausible et hospitalier. C'est une première type d'application. Et l'autre type d'application, c'est de créer, enfin, de ne pas réimplémenter tout par les travailleurs, et de s'appuyer sur une plateforme, voilà, sur un toolbox qui existe, sur lequel on peut créer quelque chose. Ça, ce sont vraiment deux usages de base. Alors maintenant, par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau médical, on a l'habitude de ce qui s'appelle des connectatons. Les connectatons, c'est plutôt dans une deuxième phase, c'est la phase de validation. Donc là, je vous ai parlé du développement, avec le toolbox, avec l'application de l'environnement hospitalier, mais les connectatons, ça permet de dire à la terme, tester le vendeur. Le ACFA est compatible avec le vendeur variant. Donc en fait, le connectaton est quelque chose d'un peu, enfin, s'il y a des mathématiciens à la salle, ils vont dire que c'est pas bizarre comme on a fait, mais si on a n vendeurs qui sont dans une salle, le principe du connectaton, c'est de faire parler chacun des n vendeurs avec les n-1 autres vendeurs. Donc si vous avez fait des maths, ça fait n fois n-1 sur 2, donc ça fait beaucoup de possibilités. C'est à ça que les gens passent leur temps dans un connectaton, c'est une grande pièce qui montre comment ça se discute avec les autres. Et c'est comme ça qu'on vient valider le niveau médical. Il y a moyen de pas le faire, hein. Il y a moyen de s'en passer. Mais c'est vrai que c'est des bons tons de participer avec le connectaton. Il y a Agoria, par exemple, qui des connectatons HL7 au niveau de la Belgique. Et alors, une autre remarque sur l'éducation, je pense que ça va même aux praticiens de ce qui se passe en background, en fontaine, parce que je trouve qu'on voit de plus en plus facilement de praticiens qui vont partager les données tout simplement très vite sur des réseaux sociaux qui ne sont pas du tout sécurisés. Et là, je vis certains collègues. Je ne connais pas un en particulier, mais j'en connais également. Voilà. Et je trouve que là, on a un sérieux problème aujourd'hui parce que les gens ne se rendent pas compte que ces données, après, ne leur appartiennent plus. Et c'est des données médicales. Et donc voilà, donc j'appuyais le côté même éduquer praticiens, etc., à ces nouvelles plateformes pour aller plus rapidement dans des choses sécurisées et qui font plus de sens. C'est clair, voilà. L'exemple typique, c'est la radio qui voit un cliché, qui va avoir WhatsApp, c'est connu de son côté. Ça se fait tous les jours. Et c'est vrai que là, c'est complètement hors de tous les champs législatifs qui peuvent exister. C'est dommage. C'est une belle question, mais quand il y a disparition des données dans le dossier médical, elles sont disparues à tout jamais. En théorie, de nouveau, je vais vous répondre, c'est des réponses de Normand, je vais vous faire, parce qu'en théorie, quand on crée une base de données médicale, en gros, quand on crée une base de données avec un informaticien, on dit qu'il y a 4 opérations de base. Créer des informations, les effacer, les lire et les mettre à jour. En théorie, quand on est dans une base de données médicale, on ne met jamais à jour, on n'efface jamais les données.
en théorie, on ne fait qu'ajouter des données et lire celles qui sont dedans. Mais effectivement, s'il y a la possibilité de faire un delete dans une base de données médicale, j'ai envie de dire, normalement, ce n'est pas comme ça qu'on crée un logiciel médical. Il vaut mieux éviter cette possibilité. Et ça ne devrait pas être possible à l'utilisateur final d'effacer comme ça son changement.